Aucun endroit sur Terre n'abrite autant d'espèces, autant de bizarreries, autant de mystères que la jungle amazonienne. Mais peu d'espèces exercent autant de fascination que cette feuille apparemment banale qui pousse à l'orée de la jungle. Une feuille dotée de pouvoirs extraordinaires. Au cours des siècles, dans les Andes, les Indiens ont mâché la feuille de coca qu'ils calaient dans leurs joues. Ils libéraient ainsi une substance stimulante, autrefois réservée à l'aristocratie des Incas. La feuille chère aux Indiens est transformée par l'alchimie moderne en cocaïne. Un or blanc maudit, 5 fois plus précieux que l'or lui-même. Et aujourd'hui, comme autrefois, toute source de richesse engendre la violence, l'angoisse et des situations désespérées. Conduite par Jean-Michel Cousteau, une équipe de la Calypso se met en route pour une mission très spéciale. Elle ira à la source d'un des fléaux actuels, à la découverte de toute une pègre de la jungle, obsédée non par l'or ou les bijoux, mais par de simples feuilles de coca qui recèlent une magie redoutable. Dans la forêt autrefois parcourue par les chasseurs indiens, l'équipe Cousteau observe comment la police traque un nouveau gibier, le producteur de cocaïne. Venus en Amazonie pour étudier la vie sauvage, des équipes de la Calypso y découvrent un monde à part où l'on s'entretue pour la drogue. Sur la Calypso, Jean-Michel rend compte de ses découvertes au commandant Cousteau. Continuellement, tous les jours, on est sollicité. Partout où on s'arrête, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de cocaïne. Les pairs à la mission où on s'est arrêté sont sollicités. Il y a des guerres qui se préparent. Il y a des gens qui s'entretuent. Il y a vraiment ils purifient la cocaïne sur place. C'est-à-dire qu'ils cultivent les feuilles, les plantes de coca, et ils font la première étape de transformation dans la jungle. Je t'ai apporté des articles. Tous les journaux locaux font état quand même de problèmes. Là, on parle de 100 millions de dollars. Tu as là un cas, c'est vraiment épouvantable, où tu as un enfant qu'on a tué, on l'a rempli de cocaïne pour transporter la cocaïne. C'est incroyable. Essentiellement, depuis qu'on est parti des sources de l'Amazone au Pérou, tout ça, ça se passe dans la région de la Bolivie, le long de la Cordillère, par le Pérou, la Colombie. C'est une espèce de haricot. Et les directions par avion, par bateau, etc. vont vers là, c'est-à-dire essentiellement vers les États-Unis. Et de plus en plus, maintenant, on voit des problèmes qui se développent vers l'Europe. Oui, tu m'as dit, Jean-Michel, que les trafiquants obligeaient les Indiens à déboiser pour cultiver la coca sur les pentes montagneuses, c'est-à-dire entraînant d'érosion. Donc il y a un problème écologique. Oui. Nous étions venus ici pour étudier l'écologie de toute l'Amazonie, la réduction de la forêt, déforestation, etc. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'on est confronté à un problème humain. Par conséquent, nous ne pouvons pas rester indifférents. Il s'agit maintenant d'écologie humaine et de pollution intérieure de l'homme. Il faut être extrêmement prudent. Jean-Michel, je suis inquiet parce que ces trafiquants désirent protéger leur anonymat avec des fusils. On va se faire aider, on va essayer de trouver des gens. Intérêt.
Lourde de conséquences mondiales, la cocaïne, un alcaloïde produit par les feuilles de coca, prend naissance dans des champs très modestes. Pour les spécialistes, c'est de toutes les drogues celle qui crée la plus grande dépendance. Cela fait des milliers d'années que les Indiens mâchent des feuilles de coca, dit le docteur Giri. Mais on cultive actuellement ces arbustes pour fabriquer la pâte de coca, une étape dans la préparation du chlorhydrate de cocaïne. An intermediate phase of the preparation of cocaine hydrochloride. La cocaïne pure, la poudre blanche, c'est la neige, dit Jean-Michel. Pour préparer la pâte de coca, précise le docteur Géry, on emploie de l'acide sulfurique, du kérosène, du benzoate de sodium et quelques autres agents chimiques. Les toxicomanes fument cette pâte de coca, tandis que la cocaïne pure est sniffée ou injectée dans les veines. Du sang, elle passe au cerveau, où elle agit d'abord comme un stimulant. Mais si l'on persiste, on est pris de spasmes puis de convulsions généralisées. And if you continue to use cocaine, finally you may have myoclonic jerks and even convulsions, generalized convulsions. La cocaïne a entraîné la mort de beaucoup de personnes, ici comme ailleurs. Combien de cigarettes par jour, demande Jean-Michel? 80. 80? Oui, 80 cigarettes. Est-ce que certains de ses amis en sont morts, demande encore Jean-Michel. Oui, un de ses amis en est mort. Ils avaient passé 3 ou 4 nuits sans dormir à fumer de la pâte de coca. Son ami a continué jusqu'à ce que son cœur lâche. Les scientifiques ont montré que la cocaïne entraîne une dépendance chez l'animal lorsqu'il a la possibilité de s'auto-administrer la drogue. Comment expliquer ce phénomène et est-ce que ça s'applique à l'être humain? Le singe, qui a libre accès à la cocaïne, va s'auto-administrer la drogue jusqu'à en mourir. Ce comportement compulsif est très analogue à celui de l'homme qui utilise la cocaïne. Cependant, dans les Andes péruviennes, des générations d'Indiens ont mastiqué ces mêmes feuilles qui contiennent de la cocaïne. Certains voudraient prohiber cette antique tradition, d'autres la défendent. Il y a là 2 problèmes, dit le docteur Fernando Cabies. Cultiver la coca pour en mâcher les feuilles est très différent de cultiver l'arbuste pour produire la cocaïne. Nous avons besoin de feuilles de coca parce qu'elles font partie de notre culture. Depuis 4000 ans, dit le docteur Cabies, les habitants de la région ont mastiqué la coca, en ont fait une tradition, un rite, un élément de leur culture. Sous prétexte que les États-Unis ont à souffrir de la cocaïne, nous n'allons pas bafouer les droits de notre pauvre peuple. Et vous-même, faites-vous usage de la coca, demande Jean-Michel. Je n'appartiens pas à cette culture, précise Cabies, mais lorsque je vais chez les Indiens, quand je les accompagne, je mâche la coca. Au temps des premiers pharaons d'Égypte, les Indiens des Andes mâchaient déjà la coca. Aujourd'hui, 3 ou 4 millions de descendants des Incas, les Quechua, tiennent à ce stimulant bénin qu'ils estiment indispensable pour les aider à supporter les durs travaux en altitude, la faim et le froid. Bien que certains prétendent que mâcher la coca conduit le peuple à la passivité et à la pauvreté, les gouvernements autorisent encore la culture de l'arbuste et la vente des feuilles pour l'usage individuel. L'interdiction provoquerait sans aucun doute une révolte.
Aux yeux d'un autre peuple, les feuilles de coca exercent une attirance mystique. Elles recèlent l'énergie même de la vie. Au fond de la jungle colombienne, les Indiens Yacuna se réunissent chaque année pour rendre hommage à leur dieu, auquel ils font des offrandes de coca. L'anthropologue Martin von Hildebrandt et Arturo Calvo, membres de l'équipe Cousteau, sont les témoins d'une de ces cérémonies, occasion offerte à très peu de profanes. Comme des prêtres préparant les hosties pour la communion, les villageois font sécher au feu les offrandes sacrées. D'autres fabriquent des masques, incarnant les esprits des animaux qui possèdent la jungle et qui en partagent les richesses avec l'homme. Une fois sèches, les feuilles de coca sont réduites en poudre. Ensuite, des feuilles de cécropia sont transformées en cendres pour accroître les effets de la coca. À présent, dans la maison centrale, ou Maloca, la liturgie commence. Le rituel se poursuivra pendant une vingtaine d'heures. Une succession de danses, de repas sacrés et de prises de coca. Dans l'euphorie de la coca, les Yacuna pensent qu'ils sont admis pour un temps au monde des esprits, qu'ils participent directement de l'énergie vitale de la nature. Ils partagent symboliquement les offrandes avec les dieux totémiques. Ils leur rendent grâce pour les dons de la forêt. Comme dans la plupart des sociétés primitives, les Yacuna ne consomment de fortes doses de leur drogue sacrée que lors des cérémonies rituelles. Mais la feuille qui les transporte dans l'univers de leur dieu conduit bien loin de leur village d'autres hommes à l'enfer. Dissimulés au cœur de la forêt, d'innombrables Indiens cueillent les feuilles de coca, non plus aujourd'hui pour leurs sorciers ni pour les pharmaciens, mais pour des trafiquants de drogue. Ces modernes conquistadors sont les nouveaux maîtres de la jungle, où ils font régner violence et corruption. Un professeur de mathématiques devenu producteur de cocaïne accepte de s'entretenir avec l'équipe de la Calypso. Depuis 3 ans, il achète des feuilles aux Indiens pour fabriquer de la pâte de coca. Ici, même les policiers sont corrompus, dit-il. Ils exercent un chantage sur les Indiens et les petits fermiers. La seule autorité qui ne soit pas rançonnée, c'est peut-être l'évêque. Où va la coca, demande Arturo Calvo. Ce sont les États-Unis qui en consomment le plus. Des bandes organisées en font la contrebande par avion et construisent dans la forêt des pistes cachées qu'ils n'utilisent souvent qu'une seule fois. Tout le monde le sait. Narcotraficantes, para ocultar su producto ilícito, se valen de 1000 maneras. Bien que la cocaïne circule surtout par avion ou par bateau, les contrebandiers utilisent 1000 stratagèmes. Studieusement, les brigades des stupéfiants apprennent qu'une assiette souvenir peut être faite à 75% de cocaïne. Qu'on peut presser un disque contenant de la drogue, en caché dans le talon d'une chaussure, dans une poupée, dans un ananas, dans une pile électrique. En las zonas de salida fronteriza del país, cualquier tipo de artefacto eléctrico ha sido vaciada en su interior
con mucha paciencia, se ha rellenado en este caso de pasta básica, se ha sellado y se transportan en sus cajas como si fueran nuevas. Las líneas rojas son las lutas. Devant une telle marée de cocaïne, les États-Unis dépensent des millions de dollars pour équiper, former et encadrer de jeunes policiers en Amérique latine. Hacia el norte del continente, Colombia primeramente o Estados Unidos y Canadá. Mais leur tâche est colossale à Tingo María, une ville sans foi ni loi que les trafiquants nomment la ville blanche. Y la ciudad de Juanjuy, en el departamento de San Martín. Malgré les menaces des caïds de la drogue, Jean-Michel et son équipe s'envolent pour Tingo María, capitale de la cocaïne. Ici, 95% de la population sont impliqués dans le commerce illicite de la coca. Autrefois, riche contrée agricole, la vallée de Tingo María ne produit plus guère que de la coca. Nous commençons notre mission en accompagnant comme observateur une brigade des stupéfiants. Un vieux fermier vient d'être arrêté pour culture illégale de coca. Sa plantation sera détruite. À la ferme, nous ne trouvons qu'un arpent de buisson de coca qui ne doit rapporter que quelques milliers de francs par an. La plantation sera détruite à l'herbicide et le fermier reconduit en prison. Les millions de dollars de la coca vont aux trafiquants. Les sanctions tombent sur les pauvres qui ne peuvent acheter leur liberté. ¿Comprende usted que va a ir a la cárcel por cultivar estas plantas? No, pues ya no lo cultiva. Passible d'années de prison, le vieil homme affirme qu'il ne cultive la coca que pour la mâcher. Il en a besoin, dit-il. On lui a appris à mâcher la coca quand il était enfant. L'écart est souvent bien mince entre coupable et victime. Des policiers aussi sont victimes d'embuscades, de pièges mortels. Alto. Près d'une autre ferme, on tombe en arrêt devant un fil tendu. Ça a bien l'air d'être un de leurs pièges, dit le policier. Ah, c'est bien le même type d'engin que ceux qui nous ont montrés. Répond Sumian. A ver si lo puede. Did you see that? Look, it came apart. My goodness. Ouais, regardez-moi ça, dit le policier. Vous imaginez ce que ça peut faire une jambe? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est fichtrement dangereux. Pretty dangerous, man. Not to say the least. And if they... That's what they're always looking for, look. C'est un bout de tuyau de plomberie, dit Dominique. Un piège à rats. Yeah, rat trap. Suivi de Dominique Sumian, l'équipe se hâte pour rechercher ce que la machine infernale protégeait. Derrière un rideau d'arbres, un laboratoire rudimentaire où des feuilles de coca sont en train de se transformer en pâte. Dans une fosse tapissée de plastique, des centaines de kilos de feuilles de coca macèrent d'abord dans un bain de kérosène, puis sont traitées à l'acide sulfurique. Le résidu, la pâte de coca, fait l'objet de la contrebande. Raffinée, elle devient la cocaïne. Le petit laboratoire est détruit, mais ces alchimistes se sont enfuis et s'empresseront d'en préparer un autre.
Le jeune capitaine a repéré 2 suspects dans un café au bord de la route. La pièce à conviction, un sac abandonné à l'approche des voitures de police. Intuition ou coup de chance, la brigade est tombée sur 2 transporteurs, 2 fourmis. Elle confisque 3 kilos de pâtes. Une goutte d'eau dans le fleuve de la drogue. En el país hay 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 50 000 hectares de culture illicite de coca produisent dans ce pays 300 tonnes de pâtes de coca, dit le ministre de l'Intérieur du Pérou. Nous n'en saisissons qu'une faible partie, et il serait naïf de croire qu'à elle seule, la police pourra résoudre le problème. La lucha contra el narcotráfico a través de la policía va a resolver el problema sería ingenuo. À un arrêt de bus à Tingo Maria, nous sommes témoins d'une autre arrestation imprévue. 2 jeunes mères de 18 et 25 ans éveillent les soupçons des policiers. On les fouille. Elles transportent de la pâte qu'elles devaient livrer à Lima pour le compte d'un inconnu. Comme la plupart des gens ici, elles savent peu de choses sur les effets de la drogue. La plus jeune est atterrée de ce qu'elle apprend. Est-ce que cette jeune femme comprend qu'elle va maintenant passer 10 à 15 ans en prison? Sí tenía conocimiento. Como le voy a repetir... Pero explícale, ¿por qué te has arriesgado? Explícale, acércate un poquito más. Explícale, señor. ¿Por qué te arriesgaste? Micro. No. Mi papá hacía mi trabajo por mi hijo. Yo no tenía que darle leche. ¿No tenías que darle leche a tu hijo? No. Elle dit qu'on devait les payer l'équivalent de 500 francs pour prendre le bus avec la pâte. Elle a besoin de cet argent pour nourrir son bébé. Elle n'est pas mariée. L'autre mère connaissait les risques, mais elle a 5 enfants et son mari l'a abandonnée. Il est parti avec une autre. Je pense aux victimes de la drogue, bien loin d'ici, qui se détruisent pour tenter d'échapper à la réalité, et aux autres victimes, ici même, prises au piège en tentant d'échapper à la pauvreté. Aucune ne soupçonne l'existence des autres, mais toutes sont les proies de la mafia de la drogue. Aujourd'hui, 2 jeunes mères sont sur le point de tout perdre. Leur liberté, leur jeunesse et même l'impensable. Leur bébé qu'elles voulaient désespérément nourrir. Quelque part, un trafiquant de drogue a perdu 2 livres de pâtes qu'il n'aura aucune peine à remplacer. Pour certains, la filière de la cocaïne conduit tout droit à la prison de Tingo Maria. Quelques-uns sont des criminels, mais la plupart sont des jeunes qui ont conclu un marché de dupes, transporter un sac de drogue pour quelques dollars et qui se sont fait prendre. Prévu pour 60 détenus, la prison en compte aujourd'hui 200. Dans cette enceinte sans cellules, ils vont passer là en moyenne 10 ans. Ils subsisteront chaque jour de soupe de manioc et de pain. Et attendront.
Comme le constate Dominique Sumian, les jeunes mères sont enfermées dans une pièce à part. Lorsqu'ils seront assez grands, leurs enfants seront confiés à des familles d'accueil. Près d'un hôtel, Sumian reconnaît un enfant qui en 2 mois a grandi. Sa mère portait la même robe le jour où elle allait prendre le car pour Lima. La pâte de coca qui a conduit derrière les barreaux de pauvres paysans ou de jeunes mères en emprisonne d'autres en un sinistre esclavage. Le docteur Martin Nizama nous révèle ce qui est devenu le pire problème de drogue au Pérou. Dans des cigarettes ordinaires, la presque totalité du tabac est remplacée par de la pâte de coca. Así más o menos. Al cigarro le sacan la mitad de tabaco, ¿no? Dans un faubourg de Tingo Maria appelé la Petite Chicago, un toxicomane nous autorise à le filmer en train de rouler l'une des quelques 100 cigarettes qu'il fume dans la journée. Naguère, la pâte de coca était essentiellement exportée. Mais elle est revenue, tel un boomerang, frapper l'Amérique du Sud. Elle se répand comme une épidémie dans toute une génération. En inhalant cette pâte non raffinée, les fumeurs absorbent aussi le kérosène et les autres produits chimiques dont elle est imprégnée. À l'accoutumance et à la dépendance s'ajoutent des lésions dramatiques du cerveau. Autrefois étudiant à l'université, ce jeune homme n'est plus qu'une épave humaine. À dire vrai, je ne sais même plus mon âge, confesse-t-il. Je sais que je suis né en janvier, mais je ne sais plus en quelle année. Je faisais des études d'ingénieur électronicien. Mais quand les gens me voient dans cet état, ils ne me donnent pas de travail. Commencer à se droguer, c'est facile, mais s'arrêter, c'est terriblement dur. Désespérés d'eux-mêmes ou contraints par leur famille, certains toxicomanes viennent chercher de l'aide dans un centre de traitement spécialisé. Pourquoi êtes-vous ici, demande Jean-Michel. Parce que je me droguais. D'abord à la marijuana, puis j'ai essayé la pâte de coca. C'est plus dangereux. Vous n'aviez pas peur? Au début, si. Mais vous avez insisté. J'ai recommencé. Souvent. Oui, dit Jean-Michel, cela fait 12 ans que vous avez ce problème. Je sais que vous essayez de vous en sortir. Parce que la drogue pourrait me tuer, répond Manuel. Il faut que nous prenions conscience que la drogue tue peu à peu. C'est la seule façon d'essayer de s'en sortir, non? Il y en a si peu qui arrivent à se désintoxiquer que les parents, en désespoir de cause, se tournent vers des thérapies plus radicales, mais expérimentales. Poussés par le besoin impérieux d'acheter de la pâte de coca, les drogués souvent volent et revendent des biens de leur famille. Pour avoir sa dose, ce jeune homme menaçait les chauffeurs de taxi avec un pistolet chargé à blanc et volait leurs recettes. En leur administrant à leur insu des doses massives de sédatifs pendant plusieurs mois, un psychiatre de Lima réduit ses patients privés de coca à un état quasi infantile. Puis il s'efforce de restructurer leur personnalité et leur comportement. Les patients retrouvent ensuite leur famille. Nous avons fondé un club de parents, dit le père d'un drogué. Nous nous réunissons tous les lundis. Il y a là plus de 50 familles. C'est terrible. Puis-je vous poser une question personnelle, demande Jean-Michel. Tout au début du problème, avez-vous fait ce qu'il fallait pour aider votre fils? C'était il y a 4 ans, dit le père. J'en ai parlé à des médecins, des prêtres, des religieux. Ils m'ont dit, votre fils a 24 ans, c'est un homme. Vous n'êtes plus responsable de lui. Religious from the church, and they said, well, the boy is 24 years old. You
is a real man, you don't have much responsibility over him. J'ai réagi violemment et je l'ai chassé de la maison. To him, I go out, I throw out for the house. Vous l'avez fichu à la porte? Oui, dit le père. Je l'ai fichu à la porte pour l'obliger à travailler pour vivre. Mais le remède était pire que le mal. But the problem was the medicine was worse than the illness. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait? And then, yes. Oui. Alors, demande encore Jean-Michel, les malades ne savent même pas que des médicaments sont mélangés à leur nourriture? Non, il prend les médicaments lui-même, dit le père. Mais il croit que ce sont des vitamines. Votre fils est donc soumis aux tranquillisants sans le savoir. C'est vrai, il ne sait rien. Nous lui donnons les vitamines de Houston. Pour astronautes? Oui, des vitamines pour astronautes. Dans une autre clinique de Lima, on pratique une thérapie encore plus controversée. Une opération du cerveau baptisée cingulotomie. Le psychiatre qui a eu l'idée de cette opération, le docteur Liosa, explique que dans certains cas, les traitements classiques échouent. Pour ces irrécupérables, on a pensé à la chirurgie. Je n'y recours, précise-t-il, qu'en dernière extrémité. Je préfère les méthodes classiques. Yo acepto que un método así es un método extremo. Acepto. Prefiero comenzar con los tratamientos clásicos. Es la peor porquería que existe la pasta en el mundo. Es la más. L'un de ces irrécupérables a 16 ans. La pâte de coca, dit-il, c'est la pire des saloperies. C'est la pire chose au monde. Pour préserver son anonymat pendant son entretien avec Jean-Michel, on lui met un masque. On ne l'appellera plus que le patient numéro 29. Dans quelques heures, ce garçon subira la 29e cingulotomie pratiquée au Pérou. Il l'a décidé librement. Ses parents sont d'accord. Il a peur pour la suite, mais il a encore plus peur de la drogue qui a déjà tué son frère. Empecé a fumar por los problemas que tenía y por mis amigos en Milán. Quand la décision a-t-elle été finalement prise d'en passer par là, demande Jean-Michel. Avant-hier. L'objectif est de modifier le comportement en agissant sur le cerveau. Dans certaines régions profondes de notre cerveau, la cocaïne stimule artificiellement les mêmes mécanismes qui nous procurent une sensation de plaisir lorsque nous satisfaisons la faim, la soif ou l'appétit sexuel. Mais la cocaïne crée un besoin, une compulsion féroce. La théorie veut qu'en détruisant une partie du cingulum, on supprime la communication entre les centres du plaisir et le comportement conscient et qu'on fait ainsi disparaître ce besoin insatiable. Peu d'opérations suscitent dans le monde des controverses aussi véhémentes. L'opération supprime-t-elle aussi dans la vie courante les autres sensations de plaisir? Le jeune malade est parfaitement conscient de cette question. Dites-lui que nous sommes de tout cœur avec lui, demande Jean-Michel. Et bonne chance. Au cours d'une opération qui durera 5 heures et qui n'a jamais été filmée jusqu'ici, les chirurgiens vont tenter de modifier les mécanismes du comportement au cœur du cerveau de notre jeune ami. Devant moi, des médecins se pressent autour d'un cerveau vivant. Ils se préparent à intervenir sur des circuits nerveux qu'on connaît à peine. Je m'interroge sur leur audace. Sommes-nous témoins d'un progrès de la médecine ou d'une expérience injustifiable? Juste ou injuste,
Une telle opération prouve la puissance infernale de la cocaïne. Perdant espoir de la vaincre, la société se risque à faire intrusion dans le sein des seins du cerveau humain. Cinq semaines plus tard, je rends visite au patient numéro 29. Je passe l'après-midi avec lui. Nous jouons à des jeux innocents. Nous parlons de son travail ou de son avenir. Nous plaisantons. Sa personnalité, ses sens, son intelligence semblent intacts. Mais un an plus tard, nous aurons de nouvelles preuves de l'empire qu'exerce la cocaïne. La moitié des opérés par cingulotomie se droguent de nouveau. Et l'un d'entre eux est le patient numéro 29. Les cas de toxicomanie devenant de plus en plus nombreux parmi les jeunes, les autorités s'efforcent de convaincre le public que des progrès sont enregistrés. Para incinerar una cantidad apreciable de drogas de acuerdo a las normas legales vigentes. Las drogas que se destruyan serán analizadas y pesadas momentos antes. Se va a comenzar por pasta básica de cocaína. À Lima, les enquêteurs de la police exposent les stocks de drogue qu'ils ont saisis en quelques mois à peine. En présence des représentants du gouvernement et de la presse, on analyse le contenu des sacs pour vérifier qu'il s'agit bien de cocaïne. Positivo para mí. Positivo. Positivo. Bolsa número 4, 31 kilos, 150 gramos. Chaque sac porte une étiquette numérotée. Chaque numéro correspond à un suspect actuellement détenu, dont l'avenir dépend du test, positif ou négatif. Entassés sur un camion, ces sacs totalisent un poids de plus de 3 tonnes et représentent sur le marché environ 15 millions de dollars. Gardé par les policiers, le camion transporte dans les rues de Lima une véritable fortune de contrebande qui s'en va vers un incinérateur. Dans un four à briques désaffecté, une fortune de cocaïne partira en fumée. Cette cérémonie marque pourtant un semi-échec. Ce qui brûle ne représente que 3 tonnes de packs de coca, 1% de la production annuelle du seul Pérou. La scène dont je suis témoin a quelque chose de dérisoire. Un peuple qui s'efforce de se débarrasser d'une terrible menace, des hommes portant des sacs blancs comme leurs ancêtres portaient leurs offrandes en sacrifice aux dieux. Mais les saisies effectuées ne touchent que 10%, probablement moins, de la cocaïne dispersée dans la société. Et chaque année, la production s'accroît. Pour combattre les trafiquants, il nous faut des radars, des avions, des hélicoptères, des armes, me dit le ministre de l'Intérieur. Impuissants devant le flux grandissant de la cocaïne, disposant d'effectifs insuffisants, démunis face aux riches cartels de la drogue, certains dirigeants voudraient constituer de véritables armées pour vaincre la cocaïne. D'autres mettent en doute que puisse jamais être éliminée une substance aussi précieuse, produite dans des zones reculées, trop vastes pour être effectivement contrôlée. Au palais présidentiel à Lima, je me suis entretenu avec le président du Pérou. C'est, dit Jean-Michel, un grave problème qui a des prolongements de toutes sortes dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants à l'étranger, répond le président Belaúnde, dans les domaines de la littérature, de l'art, de la technologie, de la médecine. Mais nous n'avons certes aucune gratitude pour ce qui est de la fabrication de la cocaïne, qui est au Pérou une entreprise de l'étranger.
Les pays consommateurs de cocaïne ont envoyé ici de l'argent et des armes. Je crois que ce problème est plus celui des pays consommateurs que celui des pays producteurs. A problem more of the consuming countries than of the producing countries. Pour atteindre les pays consommateurs, il faut franchir des frontières. Les principaux aéroports de l'Amérique du Sud sont aujourd'hui le théâtre de redoutables parties de cache-cache où l'on joue gros. Parmi les milliers de voyageurs, les douaniers s'efforcent de repérer un nombre croissant de transporteurs de drogue. On fouille attentivement ceux qui pourraient correspondre au profil de la fourmi. Ce lait en poudre, est-ce de la cocaïne? Y en a-t-il dans ce crocodile naturalisé? Parfois, les douaniers ont de la chance et la tension monte tandis que tout le monde attend la réaction bleue caractéristique de la cocaïne. Pourtant, la majeure partie de la drogue échappe à la surveillance et parvient dans les centres de distribution comme Miami, puis circule. Chaque jour, 5000 Américains et probablement autant d'Européens goûtent pour la première fois à la cocaïne. Tu sais, Jean-Michel, le problème de la cocaïne aujourd'hui me fait irrésistiblement penser à la guerre de l'opium au milieu du 19e siècle. Des marchands anglais introduisaient en Chine de grandes quantités d'opium produites aux Indes. En principe, les Chinois interdisaient l'opium, et son trafic était protégé par les forces armées anglaises. Quand l'empereur de Chine fit jeter à la mer 1300 tonnes d'opium, ce fut le début d'une série de guerres qui se terminèrent par le traité de Tientsin, lequel rendait légal le commerce de l'opium en Chine. 75 millions de Chinois s'adonnèrent bientôt à la drogue. Un fonctionnaire britannique déclara: « La Chine est maintenant endormie pour un siècle. » L'Occident risque de s'affaiblir pour longtemps si nous ne réagissons pas contre la terrible menace de ce qu'on appellera peut-être un jour la guerre de la cocaïne. Peut-être une telle guerre est-elle déjà commencée. En mars 1984, au fin fond de l'Amazonie colombienne, l'armée a filmé en vidéo la prise la plus importante de toute l'histoire. Près de 14 tonnes de cocaïne pure, valant plus d'1 milliard $. On trouva au même endroit des avions, des hélicoptères et des armes importées pour équiper des guérilleros. Certains pensent que le trafic de cocaïne alimente maintenant les caisses de groupes armés révolutionnaires, qui lanceraient contre les États-Unis et leurs alliés cette arme silencieuse, ce poison inexorable et terrifiant. L'équipe Cousteau demande: vous souciez-vous des effets de la cocaïne sur les habitants d'autres pays comme les États-Unis? Non. Non, répond le trafiquant, car beaucoup d'entre nous pensent que c'est une façon de répondre à l'attaque de l'impérialisme en Amérique du Sud. C'est une réponse culturelle. Es una respuesta de tipo cultural, la coca. Si un grand nombre de personnes meurent ici à cause des menées impérialistes des États-Unis, beaucoup d'hommes aussi mourront là-bas de la cocaïne. C'est la guerre. Une malheureuse ironie a voulu que nous fassions trop souvent mauvais usage des dons de la nature. Nous transformons l'énergie en explosif, les découvertes de la médecine en guerre bactériologique. L'alcaloïde extrait des feuilles de la coca est le seul anesthésique local naturel. Mais de ce bienfait potentiel, nous faisons un maléfice incongru. La tyrannie exercée par la petite feuille de coca remplit les prisons de pauvres, tue des policiers, corrompt des gouvernants, alimente des guerres, ravage des esprits et des cœurs. Ceux qui s'adonnent à la cocaïne en attendent l'euphorie du succès et le pouvoir d'oublier les réalités. Mais ils se retrouvent à la dérive,
dans le néant. Pourtant, l'homme a survécu au cours des âges et surmonté d'autres angoisses en faisant appel à une autre source de magie, le pouvoir de comprendre et de réagir. L'espoir des désespérés, c'est l'intelligence humaine. Les hauts plateaux des Andes, à l'endroit où le grand fleuve Amazone prend sa source, portent les traces laissées par une vague d'envahisseurs qui ont transformé le visage de l'Amazonie. Ici, les hommes ont contrarié les desseins de la nature en détournant les eaux dont ils avaient besoin pour faire boire leurs troupeaux de lamas et pour irriguer leurs champs. L'équipe Cousteau explore les territoires colonisés jadis par des immigrants venus du Nord qui furent les premiers hommes à pénétrer par cette voie en Amérique du Sud. Ainsi que le révèlent les itinéraires tracés par les anthropologistes, certains groupes d'Indiens sont partis vers l'Est, dans la jungle fertile, et se sont adaptés aux conditions qu'ils y ont trouvées. D'autres sont demeurés sur les hauts plateaux et ont mis au point des dispositifs ingénieux pour donner vie à la terre stérile. Dans la solitude d'une vallée bordée par les hautes cimes des Andes, une pierre gravée témoigne de l'éternel désir de l'homme d'asservir la nature. Cette pierre, probablement sculptée par les Incas, est un modèle réduit d'un complexe d'irrigation destiné à des cultures étagées analogues à celles dont les montagnes avoisinantes portent encore les traces. Jean-Michel Cousteau et Dominique Sumian constatent que, non loin des sources de l'Amazone, une mosaïque complexe de canaux et de terrasses ont transformé des pentes abruptes en champs féconds. Pour la première fois, des eaux de l'Amazone ont été détournées au bénéfice des cultures par les Incas, les premiers ingénieurs d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, de bout en bout, le bassin amazonien montre l'escalade des ambitions humaines et l'intensité de l'assaut livré à la nature. Les fleuves sont détournés, les forêts luxuriantes qu'ils drainent sont abattues. Mais les machines qui attaquent la plus formidable forêt de la Terre sont souvent tenues en échec par le fouillis inextricable et la vitalité de la végétation. Et comme l'expédition Cousteau le constatera en évaluant l'avenir de la dernière grande frontière de la planète, l'Amazonie veille jalousement sur ses trésors. Elle repousse parfois l'assaut des ingénieurs et de leurs lourdes machines. La forêt succombera-t-elle sous les coups de cette nouvelle vague de colons suréquipés et d'aventuriers en quête de profits immédiats, ou bien résistera-t-elle, confirmant le proverbe des Indiens, « Les dieux sont puissants, mais la jungle l'est encore davantage ».
L'aube se lève à 1600 km en amont de l'embouchure de l'Amazone. À bord de la Calypso, poste central des expéditions Cousteau, une journée de découverte commence par une série de gestes familiers à tous les marins du monde. Après 300 jours consacrés à l'étude du fleuve le plus puissant de la Terre, Albert Falco et le commandant Cousteau chargent une équipe de localiser en Zodiac un lac caché en pleine jungle. L'équipe pénètre dans un monde où les méandres des rivières débouchent tantôt sur des paradis insoupçonnés, tantôt sur des impasses où la végétation exubérante est source d'enchantement ou d'exaspération. La luxuriante verdure de l'Amazonie déborde de la forêt et tapisse parfois les rivières. Sans une machette, la progression est impossible. Les obstacles se succèdent. Le niveau des eaux change inopinément, ou bien l'eau cède la place à la boue. Bloquée dans un cul-de-sac, l'équipe demande des instructions à la Calypso par radio. Bien reçu, Jacques. Décidément, tout est compliqué ici. Écoutez, un peu de patience, je vous envoie l'hélicoptère. À vous. Pendant des siècles, enveloppés de mystères, les forêts et les fleuves d'Amazonie ont tenu les intrus en respect. Perdus dans cette immensité confuse, victimes de la boue, des maladies, d'une forêt omniprésente, les étrangers renonçaient vite à leur rêve d'apprivoiser l'Amazonie. La jungle, disait-il, n'est jamais ce qu'elle paraît. Mais les obstacles qui paralysaient jadis les conquistadors et leurs chevaux ne retardent guère aujourd'hui les hommes dotés d'engins perfectionnés. L'obstination et la technologie triomphent pour un temps. En une brève envolée, notre équipe franchit un obstacle en attendant le suivant. Nos bateaux sont d'insolites visiteurs au royaume des aigles et des macaos. Mais pour l'heure, c'est l'Amazonie qui a le dernier mot. Un lac encore inexploré demeure introuvable, quelque part par-delà le dédale des rivières et les murs de feuillage. Au cœur de la forêt, nos hommes découvrent une famille vivant dans un isolement total. Jacques Constant et Albert Falco apprennent que l'homme est un seringuero, un récolteur de caoutchouc. Comme des générations de pionniers et d'aventuriers avant lui, il parcourt la jungle pour recueillir la curieuse substance qui provoqua la première grande ruée vers l'Amazonie, voici un siècle. D'abord extrait par les Indiens qui se demandaient à quoi pouvait bien servir ce lait élastique et qui en faisait des jouets, le latex s'écoule des EVA ou arbres à caoutchouc lorsqu'on en incise l'écorce. Ce qui saigne sous le couteau du seringuero, ce n'est pas de la sève mais un liquide laiteux dans lequel les particules de caoutchouc se trouvent en suspension. Matière première d'innombrables produits, le latex reste une énigme. On ignore encore sa fonction première dans l'arbre à caoutchouc. Avant de livrer son latex à des acquéreurs éloignés, le seringuero le laisse d'abord sécher en lui donnant la forme d'un boudin spongieux. Pendant des heures, au-dessus d'un feu de bois, il ajoute des couches successives de latex afin d'obtenir laborieusement une balle de caoutchouc qu'il vendra environ 1000 francs. Mais ce qui n'est aujourd'hui qu'un modeste gagne-pain provoqua jadis une fièvre comparable à la fièvre de l'or. Le caoutchouc était l'or blanc et sa seule source, l'Amazonie. L'invention de l'automobile et des pneumatiques devait faire du caoutchouc une simple curiosité, une précieuse matière première. Pour répondre à la demande impérieuse des chaînes de montage,
entrepreneurs et aventuriers affluèrent en Amazonie. Le boom du caoutchouc fut comparable aux grandes ruées vers l'or. Sa capitale, Manaus, devint du jour au lendemain une véritable ville, un petit Paris dans la jungle avec ses téléphones et ses tramways. Roulant sur l'or, les barons du caoutchouc édifièrent des demeures somptueuses et se firent blanchir à Londres. Ils invitèrent Gustave Eiffel à séjourner en Amazonie pour y construire un marché aux poissons. Aujourd'hui, il ne subsiste plus de cette opulence que des vestiges grandioses, comme le Grand Opéra désormais désaffecté, où Sarah Bernhardt, Caruso, Jenny Lind se sont produits jadis. Après l'opulence, ce fut l'effondrement. On planta des EVA en Asie du Sud-Est. Les seringueiros du Brésil furent ruinés et Manaus abandonnés. Mais la saga du caoutchouc n'était pas achevée. Henry Ford, le magnat d'automobile, vint en Amazonie, en un lieu que visitent actuellement Jean-Michel et Jacques-Yves Cousteau. Aujourd'hui, ville fantôme, Fortlandia se proposait de cultiver le caoutchouc sur un domaine aussi vaste que l'État du Delaware et de concurrencer ainsi les nouvelles plantations asiatiques créées à partir de semences amazoniennes exportées en fraude. Ford poursuivit l'expérience pendant 18 ans, puis capitula, vaincu par l'Amazonie. Ces arbres plantés en rang trop serrés furent infestés par des parasites inconnus en Asie et dont les EVA sauvages, largement espacés, ne souffrent pas. La découverte du caoutchouc synthétique porta le coup de grâce à l'opération. À Fortlandia, les arbres à caoutchouc ne dispensent plus guère qu'un peu d'ombre au bétail. À 800 km au sud-ouest de Manaus, d'insolites coups de sifflet déchirent le silence de la forêt tropicale, évoquant un autre grand projet amazonien. Déguisé en conquérant de la jungle, ce monstre d'acier mène aujourd'hui une existence vide de sens. C'est le dernier témoin d'un des plus retentissants échecs de la technologie humaine. Raymond Coll et ses compagnons arrivent à Porto Velho, au Brésil, terminus du chemin de fer Madeira-Mamoré. La construction de cette ligne restera dans l'histoire, une entreprise demeurée dans les mémoires comme le premier grand défi de l'homme moderne à la jungle amazonienne. Le train n'est plus maintenant qu'une attraction du dimanche après-midi, l'occasion d'échapper à la touffeur équatoriale, d'acheter des caramels et de reprendre un moment les jeux de l'enfance. L'innocent plaisir d'une sortie de week-end dissimule ce qui fut en réalité une monumentale tragédie. La plupart des passagers ignorent que la construction de cette voie de chemin de fer a coûté plus de vies humaines que toutes les autres entreprises de l'histoire moderne, y compris le canal de Panama. Des ouvriers arrivaient des 4 coins du monde pour mourir dans la jungle. Tant de peine pour une promenade de touristes et pour des pigeons introduits ici par des travailleurs immigrés morts depuis longtemps. Commencé en 1872, ce chemin de fer devait acheminer le précieux latex depuis la jungle bolivienne jusqu'au port brésilien. Les ingénieurs américains et britanniques avaient sous-estimé l'entreprise. Ouvrir dans la forêt une tranchée de 360 km de long et y poser des rails. L'Amazonie avait riposté avec ses armes. Chaleur, maladies, crues des fleuves, orages torrentiels, végétation impénétrable. Il s'ensuivit un incroyable nombre de victimes. 30 000 hommes hospitalisés en 4 ans. 10 000 morts. Le conflit avait tourné en une guerre sans merci. La forêt que les ingénieurs s'étaient promis d'ouvrir en 5 ans découragea l'entreprise pendant 40 années. Malades et démoralisés, les ouvriers en fuite se trouvèrent confrontés avec les traîtrises d'une jungle inviolée. Ceux qui en réchappèrent répétaient un slogan macabre. Sous chaque traverse, un crâne humain. La voie fut baptisée le train de la mort. Par une ironie du sort, l'inauguration de la voie de chemin de fer coïncida avec la fin du boom du caoutchouc. N'ayant plus de marchandises à transporter, la ligne fut fermée, les rails en grande partie arrachés, la terre jonchée de cadavres de travailleurs fut retournée par la charrue.
Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule locomotive, remise en état pour promener une fois par semaine pique-niqueurs et touristes sur une vingtaine de kilomètres. Une pièce de musée qui ne répercute plus guère que le rire des enfants. La plus puissante machine de son temps a été vaincue par la forêt. En Amazonie, les hommes se concentrent au confluent des rivières. Au pays des 1000 rivières, les routes liquides ont longtemps été les seules voies de passage à travers la forêt. Les villages naissent à leur point de rencontre. Les embarcations de toute taille suivent les cours d'eau et ravitaillent l'intérieur de la jungle. Pour Iquitos, capitale de l'Amazonie péruvienne, le fleuve est un indispensable cordon ombilical. Bateaux et péniches s'agglutinent à la frontière du fleuve et de la ville et chargent ou déchargent les marchandises indispensables à l'existence même d'Iquitos. En effet, bien que la ville compte 150 000 habitants, aucune route n'y mène. À plus de 3000 km de l'Atlantique, Iquitos n'est approvisionné que par voie fluviale. Pour la population d'Iquitos, la ville est une île entourée de toutes parts par une vaste mer. Le fleuve représente l'artère vitale. Les embarcations transportent les produits du boulanger ou la matière première destinée au boucher. Pour apporter leurs marchandises au marché d'Iquitos, les riverains inventent toutes sortes d'ingénieux systèmes. Ici, on garde au frais le produit de la pêche. Et voici un camion de fruits, version amazonienne. Les marchandises que Iquitos vend au monde extérieur voyagent bien entendu sur le fleuve. Le bois lui-même est acheminé de la sorte, faute de route. Ce sont les eaux qui ont nourri la forêt, qui emportent celle-ci au loin. Des péniches poussées par des maisons-bateaux quittent Iquitos chargées des produits de la jungle. Manioc, café, viande de tortue. Tandis qu'une interminable procession d'autres péniches arrive remplie des trésors d'un monde lointain. Dans un aéroport à 320 km à l'est d'Iquitos, l'équipe motorisée de Raymond Coll embarque sur un avion cargo. L'air et l'eau sont les seuls moyens de transport en Amazonie. Le camion, l'équipe et tout son matériel confié à l'aviation brésilienne survoleront des centaines de kilomètres de forêt dépourvues de route. Pendant quelques mois, l'équipe motorisée explorera la fameuse transamazonienne et évaluera les mutations sociales qu'elle provoque. Et quand les routes rencontrent l'eau, la circulation ne s'arrête pas pour autant. La Calypso n'est pas loin. Les itinéraires des camions et du navire se croisent sur le Xingu, l'un des plus importants affluents de l'Amazone. Le camion amphibie appelé Jacaré passe facilement d'une rive à l'autre du fleuve. Les autres véhicules embarquent sur un bac, le moyen le plus courant de traverser les fleuves que n'enjambe aucun pont. Quittant son navire en hélicoptère, Cousteau rejoint Coll et l'équipe motorisée pour faire le point des objectifs de la mission et passer en revue le petit convoi.
Cousteau est surtout désireux d'essayer lui-même le camion amphibie, un véhicule expérimental capable de rouler à 100 km/h et de naviguer à 10 km/h. Sur les routes de terre battue d'Amazonie, les véhicules sont souvent paralysés par la boue ou les inondations. Cousteau a doté son équipe d'un 4x4 et de 2 camions tout-terrain, l'un amphibie, l'autre pourvu de 6 roues motrices. Tandis que je rejoins l'équipe motorisée pour faire un petit bout de chemin avec elle, mes pensées vont de notre caravane à la route elle-même, qui porte déjà des traces d'érosion. Nous sommes les témoins d'un nouvel affrontement monumental entre l'obstination humaine et la déroutante nature amazonienne. Au cours des 20 dernières années, les hommes ont ouvert dans la jungle 12 000 km de routes en terre battue. D'année en année, le soubassement de ces routes s'effondre par endroits, lessivés par les pluies diluviennes de l'Amazonie. L'érosion se déclenche sitôt qu'ont disparu les arbres qui retenaient le sol. Ici, à proximité de la civilisation, la route est maniable, l'aventure exaltante. Je me demande cependant quel défi l'état de la chaussée lancera à notre équipe au cœur de la forêt. Trouverons-nous une route vers un avenir prometteur ou un sentier voué à l'échec ? Les premiers kilomètres sont faciles. Mais voici soudain le type de route que l'équipe aura à parcourir sur des milliers de kilomètres. Maintenant parvenue en plein cœur de la forêt, l'équipe franchit périodiquement des ponts jetés sur les rivières. La route figure sur les cartes en gros traits, mais la réalité est bien différente. Le dilemme. Franchir le pont coûte que coûte ou faire demi-tour. Abandonner la partie. Le 6 tonnes, Jacaré, passera le premier. Puis le camion de vivres et de matériel, l'Amarillo, 16 tonnes. Allez, 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 allez. 1600 km ont déjà été parcourus. Il en reste 10 000. Les semaines passent. L'odyssée de l'équipe motorisée se poursuit. Souvent à des centaines de kilomètres de tout foyer de civilisation, les hommes constatent que la forêt regagne du terrain, reprend possession de la route. De temps à autre, la piste, brouillée, conduit la caravane droit à la rivière. Une autre occasion d'exploration. Au cœur de la forêt, lacs et rivières ne sont bien souvent connus que des Indiens. De leur singulière plateforme, les plongeurs se glissent dans un monde qu'aucun masque, aucune caméra n'a jamais dévoilé. La rivière elle-même paraît ici envahie par la jungle. Le fond de l'eau est un récif de bois mort. À l'approche du plongeur Arturo Calvo, un poisson-chat tout noir prend la fuite. Effrayé par Arturo, il cherche un abri avec frénésie, bondissant d'un trou à l'autre. Appelé acari au Brésil et carachama au Pérou, cet animal montre un comportement original adopté par certaines espèces pour survivre dans les eaux amazoniennes.
grâce à la cuirasse qui recouvre son corps, il creuse dans le fond du cours d'eau une série de tanières. Le plongeur se méfie des épines dorsales acérées du poisson. Le poisson redoute l'étrange créature qui semble brandir un lambeau de soleil. Pour quelques habitants de la forêt, les poissons que dissimulent les eaux troubles sont des joyaux vivants que leur offre la rivière. Leurs prises, vendues à des marchands spécialisés, iront peupler les aquariums d'amateurs à l'autre bout du monde. Parmi les animaux captifs, Calvo reconnaît le poisson sinistre avec qui il a plongé 1 heure auparavant. La capture de ces poissons tropicaux est autorisée, mais elle n'est pas sans danger. Il y a les piranhas et les gymnotes ou anguilles électriques. Heureusement, l'anguille était petite, la commotion légère. Par bravade, le jeune homme surmonte stoïquement sa douleur. À la façon typique amazonienne, il rit. Il sait pourtant que les organes électriques d'un gros gymnote peuvent produire une décharge de 800 volts et même davantage. Assez pour paralyser temporairement un homme. Au cours du 2e mois de mission transamazonienne arrive la saison des pluies. La route poussiéreuse s'amollit sous les averses quotidiennes. La chaussée n'est plus que eau, boue, à perte de vue. Pendant les 6 mois que dure la saison des pluies, la route, qui est devenue vitale pour les nouveaux colons de la forêt, devient impraticable. Un voyage normal de 3 jours peut devenir un cauchemar de 6 semaines. Les sauveteurs eux-mêmes s'embourbent. Ce tracteur devait dégager un camion. Les pluies qui paralysent la circulation infligent de profondes blessures à la route elle-même. Privée du parapluie de la forêt, la route se transforme en une tranchée chaotique. Le gouvernement qui s'est ruiné à construire la route n'a pas les moyens ni de la faire consolider, ni de la réparer, ce qui compromet l'avenir d'autres grands projets de pénétration de l'Amazonie. Le long d'un contrefort de la route, ces minuscules cheminées de fées coiffées de leurs cailloux sont des monuments élevés à la puissance des pluies. Par l'eau. Malgré tous ces problèmes, la route joue le rôle de piste moderne pour le bétail. Dans l'état sud-amazonien de Rondônia, grand comme l'Allemagne de l'Ouest, l'équipe est témoin d'une scène qui évoque la conquête de l'Ouest. Les troupeaux en route pour le marché ont quitté les ranchs immenses où la forêt a cédé la place au pâturage. Les territoires vierges qui attirent en Rondônia les éleveurs de bétail attirent également les fermiers. Dans la ville frontière de Vilhena, déferle une marée de colons pleins d'espoir qui répond à l'appel des planificateurs brésiliens. Comme tous les fermiers au cours des âges, ils défrichent la terre qui leur est attribuée pour y planter leur culture. Mais les sols d'Amazonie sont rarement fertiles. Les pluies diluviennes sont oppressantes. Les maladies sont une menace pour de jeunes familles. Emigrante, ¿dónde viene? Rio Grande do Sul.
Le colon Otilio Kramer est originaire de Rio Grande do Sul, une région surpeuplée du sud brésilien. Otilio avait obtenu l'attribution d'une parcelle de terre, mais comme le sol y était pauvre, il a émigré jusqu'ici. Il y est devenu squatter, puisqu'il n'y possède aucun titre de propriété. Il a abattu des arbres pour affermir ses droits et planté du manioc et des ananas. Je dois rester ici, dit-il. Je n'ai pas d'autre choix. Pour résoudre leurs problèmes de surpopulation, les gouvernements qui se partagent l'Amazonie y envoient leurs citadins les plus démunis. La plupart ne possèdent aucune expérience de la terre. Qu'ils réussissent ou non, ils vident progressivement la forêt de ses arbres. Le docteur Henrique Bergamin, directeur de l'Institut brésilien pour la recherche amazonienne, préconise d'autres méthodes d'exploitation. Je demande au docteur Bergamin s'il est possible d'exploiter ces forêts sans les détruire. Oui, me répond-il. La vocation de cet écosystème réside dans ces arbres vivaces et non pas dans la culture de plantes annuelles. Pensez-vous que la culture intensive du riz dans la zone inondée, la Várzea, a un avenir? Oui, répond Bergamin. La Várzea est le seul endroit où le rendement des cultures vivrières, pas seulement du riz, peut être vraiment élevé. Une zone expérimentale pour la culture du riz est située dans la Várzea, plaine alluviale inondable de l'Amazonie. Peu exploitée mais riche et d'une superficie égale à celle de l'Autriche, la Várzea pourrait devenir le grenier à riz de la planète. L'agroéconomiste Francisco Andrade est optimiste. Le Brésil pourrait-il devenir l'un des premiers fournisseurs de riz du monde si les investissements requis étaient consentis? Francisco Andrade pense que d'un point de vue purement technique, la chose est parfaitement réalisable. C'est dans la Várzea que pourraient se cacher les trésors de l'Amazonie, non pas dans sa jungle, mais dans ses boues, qu'il suffirait de féconder. Abondance de nourriture sans destruction de la forêt. Bergamin ajoute, les 50% de la pluie qui tombe ici proviennent de l'océan. Les 50 autres % de l'évapotranspiration de la forêt. Si vous détruisez la forêt, vous perdez le bénéfice de l'évapotranspiration. La moitié des pluies qui tombent sur l'Amazonie dépendent de la vapeur d'eau que la végétation restitue à l'atmosphère. Dans le nord, les précipitations sont parfois dramatiques. Mais l'Amazonie recycle ses eaux de l'arbre au nuage et du nuage à l'arbre. Couper les arbres, c'est sacrifier les pluies. Près du delta de l'Amazone, le commandant Cousteau et le pilote Bob Brombeck décollent pour explorer une partie de la jungle où gît peut-être la clé de l'avenir amazonien. La forêt paraît inviolée, mais ce n'est qu'une apparence. Au-dessus d'une éminence boisée, ils aperçoivent un îlot industriel cerné de toutes parts par la jungle. Par-delà les cheminées de l'usine, seuls subsistent quelques vestiges calcinés d'une forêt jadis riche de plus de 400 essences différentes, aujourd'hui remplacées par des arbustes de 3 espèces seulement. Cette plantation faisait partie, encore récemment, de la plus grande propriété privée du monde. Un domaine plus vaste que l'État du Connecticut était aux mains d'un seul homme. Au centre de la plantation se dresse la plus grande usine de pâte à papier de son espèce, isolée dans la jungle, inaccessible par route. Son nom est Jari. Et c'est la plus vaste entreprise jamais installée au cœur d'une forêt tropicale. En compagnie des directeurs de Jari, Cousteau visite ce que certains ont appelé un modèle pour l'avenir de l'Amazonie. Ici, près de 5000 tonnes de bois sont consommées chaque jour pour produire 750 tonnes de pâte à papier qui éventuellement servira à fabriquer des livres, des journaux ou du papier hygiénique. Jari a été créé par l'Américain Daniel Ludwig.
qui a acheté cette terre en 1967 et a dépensé environ $1 milliard pour la mettre en valeur. Puis, en 1982, contre toute attente, il a vendu Jarry. Je pose une question abrupte. Pourquoi diable M. Ludwig a-t-il renoncé à cette entreprise qui paraît si fabuleuse? Que s'est-il passé? Pour Daniel Ludwig, Jarry a été pendant 15 ans une passion dévorante. Celui-ci a dépensé $250 millions pour faire construire, au Japon, l'usine elle-même et sa centrale électrique. En 1978, il les a fait remorquer par voie de mer jusqu'en Amazonie. Trop gigantesque pour traverser le canal de Panama, l'usine haute de 17 étages a été remorquée à travers les 3 océans au cours de la plus audacieuse opération de remorquage qui fut jamais entreprise. Le voyage a duré 87 jours. 28 000 kilomètres séparaient un centre industriel possédant tous les outils connus de l'homme d'une forêt vierge où il n'existait ni main-d'œuvre spécialisée, ni matériaux de construction. C'était le plus gros objet qui eût jamais navigué sur l'Amazone. Les gens de la forêt croyaient rêver en voyant cette véritable ville remonter la rivière. Ludwig espérait alors faire de l'Amazonie l'un des principaux fournisseurs de papier du monde. Mais quand arrive la Calypso, on ne sait pas encore si Jarry est un succès ou un échec. Le consortium de sociétés brésiliennes qui a racheté Jarry compte réaliser les bénéfices que Ludwig s'est contenté d'entrevoir. Son ambitieux projet s'était heurté à de graves problèmes. Ludwig avait essayé différents types de machines, planté différentes variétés d'arbres. Mais le gouvernement avait refusé de construire sur la rivière le barrage hydroélectrique qui aurait pu fournir l'énergie dont Jarry avait besoin. Ludwig dut sacrifier une grande partie des arbres provenant de la forêt primitive simplement pour alimenter son usine en énergie. Lorsqu'après 12 ans de démarche, on lui refusa les titres de propriété promis, il renonça, abandonnant un rêve qui lui coûta quelques $750 millions. Devant moi se dresse le symbole de la témérité humaine. À la place de la luxuriante forêt, jadis hantée par les jaguars et parée d'orchidées, se consume au soleil une montagne stérile de copeaux inertes. Le vent emporte au loin l'odeur du bois coupé. Avec les nuages de copeaux s'envole la vitalité des sols. La fécondité de l'Amazonie réside dans ses arbres et non pas dans son sol. Pour nous aider à émettre un pronostic sur l'avenir de Jarry, le docteur Howard Odum nous rejoint. Cet écologiste de renom se consacre à l'étude des systèmes énergétiques mondiaux. Les arbres fabuleux de l'Amazonie se nourrissent de leurs propres substances, en assurant le recyclage rapide des éléments nutritifs, des feuilles mortes aux racines, aux branches et aux feuilles. La forêt reste riche, le sol reste pauvre. Ce que l'abattage des arbres élimine, c'est la fertilité même du fragile écosystème forestier. La prodigieuse variété d'essences dont l'évolution a commencé aux époques géologiques cède peu à peu la place à une forêt secondaire simplifiée, tournée vers un profit immédiat et précaire. Docteur Odum, combien mesurait cet arbre? Environ 35 mètres. Voici quelques feuilles du soleil, comme on les appelle. Elles sont plus petites, plus épaisses. La photosynthèse s'opère essentiellement là-haut, à la lumière. Dans la mince couche de terre qui recouvre le maigre sol de cette jungle, voici l'enchevêtrement des racines dont dépend la luxuriante forêt pluviale.
There's more of this in the Amazon than there are in other lowland forests. Look at all those roots. Pretty stuff, isn't it? See here? So, when that's gone, the nutrients gone. D'innombrables questions se posent. Les nouvelles plantations prospéreront-elles? Ou le sol s'épuisera-t-il en quelques années, nécessitant des engrais coûteux? Faut-il imiter Jari ailleurs en Amazonie, dont le succès reste encore à prouver? This project is so fascinating is that the world talks about what would happen if we were running on total solar energy. Qu'arriverait-il, demande Odum, si le monde ne disposait que de la seule énergie solaire? Eh bien ici, on en est presque là. Seulement, à force de brûler les arbres de la forêt vierge, il n'y en aura bientôt plus. Il faudra brûler du charbon ou du pétrole. Mais ils avaient prévu la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière Jari. Le destin de Jari pourrait dépendre de la rivière. La construction d'un barrage, que le gouvernement n'envisage pas pour l'instant, fournirait à l'usine l'énergie nécessaire, assurant ainsi le succès de toute l'entreprise. Là où passent des lignes de haute tension, l'industrie s'installe. Les câbles électriques tendus à travers la jungle au sud de Belém laissent présager de grands changements. L'heure est à l'exploitation du potentiel énergétique des eaux amazoniennes. Pour produire de l'électricité et ouvrir l'Amazonie au développement, le Brésil édifie actuellement sur le fleuve Tocantins le 4e barrage du monde. Comme le constatent les scientifiques Richard Murphy et Mark Brown, le barrage de Tucuruí est presque achevé. Il produira bientôt une énergie suffisante pour alimenter un grand nombre d'usines. En édifiant des barrages sur les affluents de l'Amazone, le Brésil espère devenir l'Arabie saoudite de l'hydroélectricité. Il souhaite provoquer une vague d'immigration vers la jungle en encourageant des aventuriers à rechercher les trésors minéraux cachés sous la couverture forestière. D'ores et déjà, un fabuleux gisement métallique a été découvert au sud de Tucuruí, à l'occasion de l'atterrissage forcé d'un avion. Il s'agit du complexe minier de Carajás, une montagne faite d'un minerai de fer presque pur. Elle renferme 7% de toutes les réserves de minerai de fer de la planète, ainsi qu'une douzaine d'autres minéraux précieux. Si nous maintenons la production, dit notre guide, soit 35 millions de tonnes par an, ce gisement ne sera pas épuisé avant 400 ans. Avide de ressources et d'outils monumentaux, l'homme s'attaque à nouveau à la jungle. Mineurs, forestiers ou familles spoliées affluent inexorablement vers la dernière grande frontière. Qui l'emportera? La forêt immémoriale ou les cheminées d'usine? À la demande de Cousteau, le docteur Odum et le docteur Brown simulent sur ordinateur les conséquences à long terme des tendances actuelles. La croissance suivra l'ouverture des routes. Les villes se multiplieront dans la jungle. Bientôt, la moitié de l'Amazonie sera mise en valeur. Mais d'après les savants, quand la croissance atteindra son maximum et que les ressources commenceront à se tarir, des forêts bien gérées pourraient alors survivre. Dans un monde où disparaissent les énergies fossiles, une Amazonie intacte pourrait devenir le paradis de l'énergie solaire et biologique du XXIe siècle. Après des milliers de kilomètres parcourus dans la boue et l'humidité de la forêt, voici qu'approche pour l'équipe l'heure du retour au monde civilisé et la fin d'une mission. Cette expédition est la plus ambitieuse qu'ait jamais connue l'Amazone. Toutes les équipes font route maintenant vers Belém, qui est la porte de l'Amazonie sur l'océan. Le matériel repartira par mer. Les marins, après avoir longtemps navigué dans la jungle, retourneront bientôt à leur foyer.
L'épopée de l'équipe motorisée s'achève au marché de Belém, mais un autre voyage va commencer. Les hommes de la Calypso quittent le fleuve le plus puissant de la planète. Chargé d'échantillons destinés à être analysés et de films à développer, le navire remet le cap sur le grand large. Mais pour l'équipage et surtout pour les scientifiques, le travail de recherche continue. L'immense fleuve charrie ses eaux très loin dans l'océan, en fécondant les courants qui portent vers le nord. Les études conduites par la Calypso devraient permettre de déterminer les conséquences de l'impact de ces massives eaux douces sur l'océan Atlantique. Pendant 18 mois, le fleuve colossal nous a tenus sous son charme. Ces milliers d'affluents charrient la poussière des Andes et les ferments de la jungle vers la mer, vaste système sanguin de la planète. Maintenant, devant nous, ce sont les noces de l'Amazone et de l'océan. Accompagnés de vieux amis, nous franchissons la frontière d'un royaume familier. Ici, aucun arbre ne se tend vers le ciel, aucun œil ne nous épie entre les feuilles. Mais les dauphins dansent au soleil, et la vie est une éternelle renaissance. Comme le fleuve Amazone lui-même, nous retournons à nos sources, la mer.